Alors, ce qui est important de voir, c'est que ces publications, qui viennent de sortir en 2025, en fait, elles se fondent sur des données, de la recherche clinique de ces dernières années, mais aussi qui redécouvrent des données de la physiologie qu'on connaît depuis, presque les années 70, hein, puisqu'il y avait eu des publications dans les années 70, très belles publications, alors avec peu de patients, mais avec, quand même pas mal de données physiopathologiques, qui étudiaient justement le rôle sur, la volémie, donc le sexteur extracellulaire, la pression artérielle, le poids, ce qu'on a vu avant, différent entre le chlorure de sodium et le bicarbonate de sodium. Et dans la régulation de la volémie, un des agents principaux de tout ça, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui est donc ainsi le système hormonal principal de régulation de la volémie. Et à l'initiation de tout ça, en particulier, il y a la sécrétion de rénine. Et la sécrétion de rénine, elle commence dans le rein, dans une zone en particulier qui s'appelle la macula densa, qui est une zone du rein, qui va être capable de capter les débits de fluides qui vont passer dans cette urine primitive à cet endroit-là. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que quel que soit le débit de sodium, c'est important pour la régulation de la rénine, mais si ce sodium il est associé à du bicarbonate, il n'y a pas le même effet sur la sécrétion de rénine que s'il est associé à du chlore. Et donc il y a un effet primordial de l'anion qui est associé au sodium pour déclencher ou pas la sécrétion de rénine. Et s'ensuit que le système rénine-angiotensin-aldostérone agit non seulement sur la volémie, mais aussi sur des actions inflammatoires, et donc ça va déclencher des cytokines qui vont être plutôt pro-inflammatoires et être associées en plus de ça à des risques plus importants de maladies cardiovasculaires, en plus de la surcharge hydrosodée. Donc c'est vraiment primordial de bien comprendre la distinction entre le fait que le sodium, c'est important, c'est quelque chose qu'on a en tête qui est important, mais le sodium, c'est un cation auquel est associé un autre anion, et que l'anion auquel il est associé, le chlore est délétère, le bicarbonate, lui, n'est pas délétère, en tout cas sur les maladies cardiovasculaires. Il est même plutôt bénéfique dans les études ces dernières années. Eh bien, nous, en tant que néphrologue ou cardiologue, on est confronté à des situations cliniques qui sont des situations cliniques précaires, puisque ce sont des patients qui ont tendance à accumuler beaucoup de volume extracellulaire ou à avoir des variations importantes de leur volume extracellulaire. Et donc, pour nous, l'idée, c'est de essayer de maintenir le plus longtemps possible la fonction de l'organe, que ce soit le rein ou le cœur, le plus possible. Chez ces patients-là, il y a une tendance à accumuler beaucoup plus d'acide que ce que ne font les autres patients, que ceux qui n'auraient pas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance cardiaque. Et donc, on a besoin d'apporter du bicarbonate de sodium et de se dire qu'on va le faire de façon sécurisée. Et ce que montrent les dernières études ou les études qu'on a depuis un petit moment, c'est que le bicarbonate de sodium en lui-même n'apporte pas d'augmentation du volume extracellulaire, même chez ces patients-là, et même qu'il est bénéfique, notamment pour ralentir la perte de fonction rénale ou pour diminuer le risque de développer des maladies cardiovasculaires ou des événements cardiovasculaires chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque. Donc il y a une implication clinique pratique de tous les jours pour des spécialistes comme les néphrologues et les cardiologues. Alors les recommandations sont assez claires, puisque les recommandations, mais qui sont assez anciennes et qui sont répétées régulièrement, c'est de diminuer, la quantité de, sodium que, les patients, à risque, notamment les patients insuffisants rénaux, insuffisants cardiaques, hypertendus, mais en fait la liste peut être assez longue, diminuer la quantité de sodium qu'ils vont prendre. Le problème, c'est que, quand on rédige ce type de recommandations, on part du principe, que sodium égale chlorure de sodium. Or, ici, et on commence à avoir beaucoup de publications sur le sujet, on se rend compte que sodium n'est pas tout le temps égal à chlore de sodium et que avoir un apport en chlore de sodium, c'est effectivement un risque de développer des maladies cardiovasculaires, d'augmenter son volume extracellulaire, etc. En revanche, avoir un apport de sodium sous forme de bicarbonate de sodium, que ce soit avec des eaux riches en bicarbonate ou des gélules de bicarbonate de sodium, comme on peut l'utiliser dans les patients, chez les patients à risque, eh bien, ça n'est pas associé à un risque supplémentaire, voire même ça a des effets bénéfiques. Donc, dans les recommandations, si on doit interpréter d'un point de vue pratique en tant que clinicien, qu'on soit spécialiste ou non spécialiste, ça veut dire qu'on doit faire la chasse au chlorure de sodium, mais qu'on doit encourager
l'utilisation de bicarbonate et d'agents alcalinisants. Donc pour ça, c'est important d'aller chercher le chlorure de sodium qui est caché dans notamment les aliments. Et nous, en France en particulier, on va avoir des aliments qui contiennent beaucoup de chlorure de sodium de façon cachée, que ce soit la pâtisserie, que ce soit le pain, que ce soit les produits préparés, la charcuterie, les fromages, etc. Euh, à contrario de là où il va y avoir des agents alcalins et que bah, le fait d'avoir un goût salé, par exemple dans une eau riche en bicarbonate, eh bien, ça n'est pas en soi dangereux. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir ce sel plutôt qui est caché dans les autres aliments.